Ils ont abandonné mon oncle handicapé dans un refuge puis une lettre qu'il a laissée derrière lui a tout changé. La lettre tremblait dans mes mains, le papier jauni portant l'écriture déliée et familière de mon oncle Terry. Pour Lena, quand ils finiront par se débarrasser de moi. J'étais resté éloigné de cette famille pendant 3 ans, pour revenir et trouver mon oncle bien-aimé exilé dans un garage glacial, les marques de fauteuils roulants jugées trop inesthétiques pour les planchers impeccables de tante Carla. Je les ai regardés jeter ces maigres affaires dans la camionnette des services de l'État, comme des ordures mises au rebut. Mais ce dernier regard qu'il m'a lancé n'était pas un regard de défaite. C'était un signal. Il pensait se débarrasser d'un fardeau. Au lieu de cela, il déclenchait un règlement de compte auquel personne dans cette famille n'était préparé. L'autoroute s'étendait devant moi comme un ruban de souvenirs indésirables. 3 ans avaient suffi pour oublier l'odeur des pins qui bordaient la route principale de ma ville natale, mais pas assez pour oublier pourquoi j'étais parti. Je serrai plus fort le volant en passant devant le panneau « Bienvenue à Pineville », sa police de caractère joyeuse se moquant de ma réticence. Je m'appelle Lena Whittaker, et à 26 ans, je faisais la seule chose que j'avais juré de ne plus jamais faire, retourner dans ma maison familiale pour Thanksgiving. Pas par choix, remarquez bien. Tante Carla avait qualifié cela de « présence familiale obligatoire » dans son courriel, de la même manière qu'elle aurait étiqueté une réunion d'entreprise. Aucune excuse autorisée. La maison coloniale de 2 étages qui appartenait à tante Carla et oncle Rick était exactement comme dans mes souvenirs, un revêtement blanc immaculé, une pelouse impeccable et absolument dépourvue de chaleur. Je me suis garé derrière une file de voitures qui remplissait déjà l'allée circulaire. 3 profondes respirations plus tard, je suis sorti dans l'air vif de novembre, mon sac de voyage à la main. Tiens, regarde qui a décidé de nous honorer de sa présence, lança une voix depuis le porche. Ma cousine Amber se tenait là, les bras croisés, ses cheveux blonds tirés en une queue de cheval serrée. Maman a dit que tu ne viendrais probablement pas. Ravi de te voir aussi, ai-je marmonné, forçant un sourire qui ressemblait plus à une grimace. L'intérieur de la maison était pire. La tension était épaisse, comme du brouillard. Des photos de famille bordaient le couloir, soigneusement arrangées pour montrer la parfaite famille Whittaker. J'ai remarqué immédiatement qu'il en manquait certaines. Celle avec oncle Terry. Oncle Terry était le frère de mon père. Il avait été l'âme de chaque réunion de famille. Celui qui m'avait appris à pêcher, qui me glissait des billets de $20 pour une glace quand personne ne regardait, qui écoutait vraiment quand je parlais de mes rêves de devenir écrivain. Lena, la voix de tante Carla a interrompu mes pensées. Elle m'a fait la bise sur les 2 joues, son parfum écrasant. Tu as l'air en bonne santé. La pause avant, en bonne santé, en disait long. Où est oncle Terry, ai-je demandé, ignorant son compliment déguisé. Je ne l'ai pas vu depuis avant son accident. Une ombre passa sur le visage de Carla. Il regarde la télévision dans le garage. Tu sais comment il est maintenant. Il n'aime pas être dans le chemin. L'accident était survenu il y a 4 ans. Un accident de moto qui avait laissé Terry paralysé des membres inférieurs. J'étais à l'université quand c'est arrivé, et quand je suis rentré pour une visite, la dynamique familiale avait déjà changé. Je me suis dirigé vers le garage sans attendre d'indication. L'espace avait été transformé en quelque chose qui ressemblait à une chambre, mais seulement dans le sens le plus élémentaire. Un lit d'hôpital était placé contre un mur, une petite télévision des années 1990 perchée sur une table pliante en face. Le sol en béton était partiellement recouvert d'un mince tapis qui n'atteignait pas les bords. Et là se trouvait oncle Terry, regardant un jeu télévisé avec des yeux vitreux, une couverture usée sur ses jambes. Il semblait plus maigre que dans mon souvenir, sa silhouette autrefois robuste maintenant réduite à des angles vifs sous une chemise en flanelle. Oncle Terry, ai-je dit doucement. Il s'est tourné, et pendant un instant, la confusion a obscurci son visage. Puis la reconnaissance est apparue, et le sourire qui a illuminé ses traits était comme un rayon de soleil après la pluie. Eh bien, zut alors. Sa voix était plus faible mais portait toujours cette chaleur caractéristique. Viens ici donner un câlin à ton vieil oncle. J'ai traversé la pièce et les serré dans mes bras avec précaution, notant à quel point il semblait fragile. Le garage était froid, beaucoup plus froid que le reste de la maison. Pourquoi es-tu ici, ai-je demandé en tirant une chaise pliante en métal. Le sourire de Terry a vacillé. Ta tante Carla dit que le fauteuil roulant abîme le parquet. En plus, le bruit du lève-personne perturbe son sommeil. Il a fait un geste de la main pour minimiser. Ce n'est pas grave.
J'ai la télé pour moi tout seul. La télévision était un ancien modèle cathodique avec des antennes de lapin. Le jeu télévisé devenait flou par intermittence. Comment vas-tu, ma petite? Tu écris toujours ces histoires? J'ai hoché la tête, ravalant la boule que j'avais dans la gorge. J'ai trouvé un travail dans un magazine à Boston. Rien d'extraordinaire, mais c'est un début. C'est ma fille. Ses yeux se sont illuminés. J'ai toujours dit que tu ferais quelque chose de toi. Nous avons parlé pendant près d'une heure, rattrapant le temps perdu. Il m'a posé des questions sur mon appartement, mes amis, mes rêves, toutes les choses que personne d'autre dans la famille ne prenait jamais la peine de demander. Je lui ai parlé du roman sur lequel je travaillais pendant mon temps libre, et il a écouté avec un intérêt sincère. Le dîner est prêt, a crié la voix d'Amber depuis l'embrasure de la porte. Elle n'est même pas entrée dans le garage. Maman dit, viens maintenant, ou ne viens pas du tout. La salle à manger était une vitrine de l'excès de Thanksgiving. Dinde, farce, sauce au canneberge, tout était disposé sur la plus belle porcelaine de Carla. Rick était assis en bout de table, découpant déjà la volaille avec une précision militaire. C'est gentil de te joindre à nous, Lena, dit-il sans lever les yeux. Je vois que tu as trouvé Terry. Je me suis assise à côté de mon jeune cousin, Jake, qui était collé à son téléphone. Quelques instants plus tard, oncle Terry est entré en fauteuil roulant, luttant pour franchir l'entrée étroite de la salle à manger. Pour l'amour de Dieu, Terry, fais attention au papier peint, a lancé Carla alors que son fauteuil roulant éraflait le mur. Il est fait sur mesure. Personne n'a bougé pour l'aider. Je me suis levé pour réarranger les chaises, faisant de la place à table. Assieds-toi ici, oncle Terry. J'ai tapoté la place à côté de moi. Oh, il mange habituellement sur le plateau télé dans le garage, a dit rapidement Carla. C'est plus facile pour tout le monde. Je suis sûr qu'il préférerait manger avec sa famille pour Thanksgiving, ai-je répliqué, la voix ferme. Terry m'a jeté un regard reconnaissant en se positionnant à table. Les conversations du dîner tourbillonnaient autour de nous, la promotion d'Amber, les candidatures universitaires de Jake, le handicap de golf de Rick. Personne ne s'adressait directement à Terry, comme si sa paralysie l'avait rendu invisible. Puis est venu le moment qui m'a fait bouillir le sang. L'assurance a de nouveau refusé le nouveau coussin pour fauteuil roulant, a dit Carla en soupirant de manière théâtrale en passant la purée de pommes de terre. Encore $500 que nous devrons dépenser. C'est comme porter un poids mort, je vous jure. Le visage de Terry est resté impassible, mais j'ai vu ses jointures blanchir autour de sa fourchette. Avez-vous essayé la procédure d'appel, ai-je demandé. Il y a des défenseurs des droits des patients qui... Oh, Lena, s'il te plaît, a interrompu Carla. Tu es partie depuis 3 ans. Ne reviens pas pour nous dire comment gérer des choses dont tu ne sais rien. Jake a ricané. Amber a levé les yeux au ciel. J'essayais juste d'aider, ai-je marmonné. La meilleure aide serait que quelqu'un d'autre prenne le relais pour s'occuper de tout ça, a ajouté Rick, en faisant un vague geste vers Terry avec son couteau. Ta tante et moi avons porté le fardeau seul depuis le décès de ton père. Terry s'est raclé la gorge. Je suis assis juste ici, Rick. Et nous en sommes tous très conscients, a répondu froidement Rick. Je n'ai pas pu avaler une autre bouchée après ça. Dès la fin du dîner, j'ai aidé à débarrasser les assiettes, puis je suis retourné discrètement dans le garage où Terry s'était retiré. Il regardait un album photo sur ses genoux. Désolé pour ça, ai-je dit en m'asseyant à côté de lui. Ne le sois pas. Tu es le seul sang décent qu'il me reste dans cet endroit. Il m'a fait un clin d'œil, mais l'humour n'atteignait pas ses yeux. Ils oublient que je peux encore entendre, encore penser. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment avant qu'ils ne reprennent la parole. Tu restes combien de temps? Juste le week-end. Je dois être de retour au travail lundi. Il a hoché la tête lentement, tournant une page de son album. C'est ce que je pensais. Plus tard dans la nuit, je suis allé dans la cuisine pour un verre d'eau et j'ai entendu des voix venant du bureau de Rick. Le centre de soins de Pine Valley a dit qu'il pouvait le prendre samedi, disait Carla. Medicaid couvrira la majeure partie. Et ses affaires, a demandé Rick. J'ai déjà emballé l'essentiel. Le reste peut aller à Godwill. Je me suis figé, le verre à mi-chemin de mes lèvres. Et Lena? Elle semble attachée. Lena a quitté cette famille il y a des années. Elle n'a pas son mot à dire. Je suis retourné dans le couloir,
le cœur battant à tout rompre. Ils allaient jeter oncle Terry dans un établissement public pendant que j'étais ici ce week-end. La prise de conscience m'a rendu malade. Le lendemain matin, je les ai confrontés au petit déjeuner. Vous envoyez oncle Terry dans une maison de retraite, ai-je exigé, sans prendre la peine de cacher ma colère. Carla a levé les yeux de son café, son visage un masque de préoccupation étudié. C'est un établissement de soins, Lena. Ils peuvent lui fournir l'attention 24 heures sur 24 dont il a besoin. Il n'a pas besoin de soins 24 heures sur 24. Il a besoin de dignité et d'une famille. Rick a ricané. Tu es ici depuis moins d'une journée. Nous nous occupons de lui depuis 4 ans. Tu n'as pas à nous juger. Vous occupez de lui? Il vit dans votre garage avec une télé de 1995. Ça suffit. La voix de Rick s'est élevée. Tu es trop sensible, Lena. Tu l'as toujours été. Et tu ne fais plus vraiment partie de cette famille, n'est-ce pas? Pas depuis que tu t'es enfui pour te trouver ou je ne sais quoi que tu appelles abandonner tes responsabilités. Mes responsabilités? C'est ton oncle, et c'est notre maison, a coupé Carla. Nos règles. La décision est prise. Je suis sorti en trombe, les larmes me brûlant les yeux. Le week-end s'est écoulé dans un silence tendu. J'ai passé la plupart du temps avec Terry dans le garage, essayant de mémoriser ses histoires, son rire, sachant ce qui allait arriver. Le samedi matin est arrivé avec un sentiment de terreur. Une camionnette blanche avec « Centre de soins de Pine Valley » peint sur le côté s'est garée dans l'allée. 2 aides-soignants en sont sortis, des presse-papiers à la main. Il est temps de partir, Terry, a annoncé Rick en entrant dans le garage avec Carla. J'ai regardé avec horreur tandis qu'il jetait les maigres affaires de Terry dans des sacs en plastique. Carla lui a arraché l'album photo des genoux. Ça reste. Ce sont des photos de famille. Carla, s'il te plaît, la voix de Terry s'est brisée. C'est tout ce que j'ai de maman. Elle l'a ignoré, glissant l'album sous son bras. Les aides-soignants ont aidé à transférer Terry dans leur fauteuil roulant de transport. Je suis restée impuissante près de la porte, les larmes coulant sur mon visage. Je viendrai te voir, ai-je promis. Dès que je le pourrai. Alors qu'il le poussait le long de l'allée, Terry s'est tourné pour me regarder une dernière fois. Son regard a croisé le mien pendant un long et significatif moment, comme s'il essayait de me dire quelque chose. Puis les portes de la camionnette se sont fermées, et il était parti. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La maison semblait encore plus vide, le silence plus accusateur. J'ai erré dans mon ancienne chambre, intacte depuis le lycée. Assise sur le bord du lit, j'ai remarqué quelque chose qui dépassait dessous le sommier. Je me suis agenouillé et j'ai sorti une enveloppe scellée, jaunie par le temps. Écrit sur le devant avec l'écriture distinctive de l'oncle Terry, il y avait les mots « Lena », quand ils finiront par se débarrasser de moi. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite sur du papier ligné, datée de 2 ans. Si tu lis ceci, je suis déjà parti. Mais tu connais la vérité. Maintenant, c'est à ton tour de décider quoi en faire. Le papier tremblait dans mes mains alors que je dépliais la lettre de mon oncle Terry. Son écriture était reconnaissable entre toutes, les lettres cursives et bouclées qui avaient signé d'innombrables cartes d'anniversaire tout au long de mon enfance. Chère Lena, commençait-elle. Si tu lis ceci, je suis déjà parti. Mais tu connais la vérité. Maintenant, c'est à ton tour de décider quoi en faire. J'étais assise en tailleur sur mon lit d'enfant, le clair de lune entrant par la fenêtre fournissant juste assez de lumière pour lire. Je n'osais pas allumer la lampe, de peur que Carla ou Rick n'enquêtent. Après mon accident, les choses ont changé rapidement. Pas seulement mes jambes, mais la façon dont ils me regardaient. Carla et Rick ont débarqué alors que j'étais encore à l'hôpital. Ils ont dit à tout le monde qu'ils s'occuperaient de la succession de maman et prendraient soin de moi. Personne n'a remis cela en question. Pourquoi l'auraient-ils fait? Ils étaient de la famille. Je me souvenais vaguement de cette période. J'étais en 3e année d'université, submergé par les examens finaux, quand grand-mère est morte 6 mois seulement après l'accident de l'oncle Terry. Je n'avais même pas pu rentrer pour les funérailles. Mais voici ce que personne ne sait, continuait la lettre de Terry. Maman a changé son testament après mon accident. Elle savait que j'aurais besoin d'aide, et elle ne faisait pas confiance aux intentions de Carla. Elle m'a tout laissé, la maison, ses économies, tout.
Mais ce testament a mystérieusement disparu après sa mort. Mon souffle s'est coupé. La maison de grand-mère, la belle demeure victorienne où j'avais passé des étés d'enfance, avait été vendue peu après sa mort. Carla avait prétendu que c'était ce que grand-mère voulait, et les bénéfices auraient été alloués aux soins médicaux de Terry. Carla a déposé le testament original datant de 5 ans plus tôt, celui qui partageait tout entre elle et moi. Puis elle a convaincu le tribunal que j'étais mentalement inapte à gérer ma part. Pratique, n'est-ce pas? Une bouffée de colère m'a envahi. J'avais toujours senti que quelque chose clochait dans tout cet arrangement, mais j'étais trop absorbé par ma propre fuite pour enquêter. Il y a un tiroir fermé à clé dans mon ancien bureau dans le cabinet de travail, celui que maman m'a donné quand j'ai eu mon diplôme. Carla pense qu'elle a la seule clé, mais maman m'en a donné un double. Il est scotché à l'intérieur de ma vieille boîte à pêche dans la cabane. Dans ce tiroir, tu trouveras le vrai testament et la preuve de où l'argent est allé, de l'argent que maman n'a jamais pu utiliser, de l'argent qui était censé me garder indépendant. La lettre continuait, détaillant des années de manipulation financière, d'être lentement dépouillé de sa dignité et de son autonomie, de regarder la boutique de Carla prospérer mystérieusement juste après le règlement de la succession de grand-mère. D'être déplacé de la maison principale au garage une fois qu'il était devenu trop gênant. Je ne te demande pas de mener mes batailles, Lina Béan. J'ai fait la paix avec ce qui peut arriver, mais je pensais que tu devrais connaître la vérité. Tu as toujours été celle qui avait assez de cran pour leur tenir tête. Fais en ce que tu veux. Je t'aime, ma petite. Oncle Terry. J'ai plié la lettre avec des mains tremblantes et l'ai glissée dans ma poche. Le sommeil était impossible maintenant. Mon esprit était en proie à des questions et à une rage grandissante. Comment avait-il pu lui faire ça? À leur propre famille? Le lendemain matin, j'ai attendu que Carla annonce qu'elle se rendait à sa boutique et que Rick parte pour sa partie de golf. J'ai prétexté un mal de tête et je suis resté, soi-disant pour faire mes valises avant mon départ cet après-midi-là. Dès que leurs voitures ont disparu au bout de l'allée, j'ai couru vers la cabane de jardin. Elle était poussiéreuse et pleine de toiles d'araignée, remplie d'outils de jardinage et de boîtes de décoration de Noël. Dans un coin se trouvait une vieille boîte à pêche verte, couverte de poussière. Mes doigts ont tâtonné le loquet rouillé. À l'intérieur, sous des couches de leurre de pêche et de fil emmêlés, j'ai trouvé une petite clé en laiton scotchée au fond de la boîte, comme Terry l'avait décrit. Le cabinet de travail était interdit à tout le monde sauf Rick. Mais aujourd'hui, je me fichais des règles. Je me suis glissé à l'intérieur, fermant doucement la porte derrière moi. Le bureau de l'oncle Terry se trouvait dans le coin, un magnifique meuble en merisier qui avait appartenu à ma grand-mère avant lui. La clé s'insérait parfaitement dans un petit tiroir sur le côté droit. À l'intérieur, j'ai trouvé un dossier en manille intitulé « Affaires de mère » de la main de Terry. Mais en sortant complètement le tiroir, j'ai remarqué autre chose, un double fond. Je l'ai ouvert avec un coupe-papier du bureau. Le gros lot. Caché dans le compartiment secret se trouvait une épaisse enveloppe contenant des dossiers médicaux, des documents juridiques et, plus important encore, une lettre notariée de ma grand-mère adressée à Terry. Mon très cher fils, lisait-on. Compte tenu de ton accident, j'ai mis à jour mon testament pour m'assurer que tu seras pris en charge. Ne laisse pas ta sœur te malmener. Cette maison est à toi, ainsi que mes économies. Le Nouveau Testament est déposé chez Monsieur Donovan en ville. Reste fort. Tout mon amour, maman. 6 juin se trouvait une copie du testament mis à jour, daté d'après l'accident de Terry, laissant l'intégralité de la succession à lui. Il y avait aussi un reçu pour le dépôt du testament au bureau du greffier du comté, signé par un avocat nommé Harold Donovan. J'ai tout photographié avec mon téléphone, puis j'ai soigneusement replacé les documents et verrouillé le tiroir. Mon cœur battait la chamade alors que je sortais discrètement du cabinet de travail et retournais dans ma chambre. Cet après-midi-là, j'ai prétexté avoir besoin de visiter une librairie en ville avant de partir. Au lieu de cela, je suis allé directement au bureau du greffier du comté. Le service des archives était presque vide un samedi après-midi. Une employée à l'air fatigué nommée Barbara m'a aidé à chercher le testament. Après 30 minutes de fouille dans les dossiers, elle l'a trouvé, un deuxième testament pour Eleanor Whittaker, daté d'après celui que Carla avait fait homologuer. Il avait été déposé mais jamais exécuté. Cela arrive parfois, a expliqué Barbara. Les membres de la famille déposent le mauvais testament, surtout s'il y a plusieurs versions. Mais il est étrange que personne ne les contestait. Je l'ai remercié et j'ai fait des copies de tout. Mon prochain arrêt fut la banque où Terry avait ses comptes.
Je ne pouvais pas accéder à ces dossiers, bien sûr, mais je pouvais vérifier les transactions immobilières publiques. Effectivement, j'ai trouvé une trace d'un retrait de 90 000 $ du compte de Terry il y a 5 ans, à peu près au moment où la boutique de Carla avait connu une rénovation miraculeuse. Au moment où j'ai quitté la ville ce dimanche-là, j'avais un dossier numérique rempli de preuves et une détermination brûlante de réparer les torts. Mais d'abord, je devais voir oncle Terry. Le centre de soins de Pine Valley était un bâtiment lugubre d'un étage en périphérie de la ville. L'odeur de désinfectant industriel m'a frappé dès que j'ai franchi les portes. Je me suis inscrite à la réception et on m'a dirigé vers une salle commune où des résidents en fauteuil roulant regardaient fixement une télévision montée au mur. Oncle Terry était dans le coin, regardant par une fenêtre le parking. Il semblait encore plus petit qu'il ne l'était quelques jours auparavant, vêtu d'une blouse d'hôpital générique au lieu de ses propres vêtements. « Oncle Terry ?» J'ai touché doucement son épaule. Il s'est tourné, ses yeux mettant un moment à se concentrer. Quand la reconnaissance est apparue, son visage s'est illuminé. « Lena, tu es venue. » Sa voix semblait peu utilisée. « Bien sûr que je suis venu. Je t'ai dit que je le ferais. » J'ai tiré une chaise à côté de lui, notant comment les autres résidents semblaient être sous sédatifs pour être dociles. Rien de la vitalité habituelle de Terry ne subsistait dans cet environnement stérile. « Comment te traite-t-il » ai-je demandé, bien que la réponse soit inscrite sur sa silhouette diminuée. « Oh, tu sais, 3 repas par jour et un toit. » Il a tenté un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. « C'est mieux que ce que certains ont. »« J'ai trouvé ta lettre » ai-je dit doucement en me penchant plus près. Ses yeux se sont légèrement agrandis, puis il a jeté un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. « Vraiment ? Et je vais arranger ça. Tout. Je te le promets. » Pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai vu une lueur du vieux Terry, l'homme qui m'avait appris à me défendre quand les brutes de la cour d'école s'en prenaient à moi. « Ce ne sera pas facile » a-t-il prévenu. Carla a convaincu toute la ville qu'elle est une sainte pour m'avoir recueilli. Je me fiche de ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils font, c'est mal. Terry a tendu la main et a serré la mienne. Sa peau semblait fine comme du papier. « Tu sais pourquoi je t'ai toujours préféré, Lina Béan ? Parce que tu as du feu en toi, tout comme ta mère. » Je suis resté jusqu'à la fin des heures de visite, promettant de revenir bientôt. Avant de partir, je lui ai lu la dernière page de sa lettre, la partie qu'il avait écrite pour se donner de la force. « Ils peuvent mentir à tout le monde, mais pas à toi, ma petite. Tu as toujours été la seule assez courageuse pour dire la vérité. » Alors que je rentrais à Boston cette nuit-là, ces mots résonnaient dans mon esprit. La vérité. Après des années à fuir cette famille, j'étais maintenant la seule prête à me battre pour elle. 3 jours plus tard, je me tenais sur le porche immaculé de tante Carla, une main serrant mon dossier de preuves, l'autre prête à frapper. J'avais pris un congé d'urgence de mon travail, dit à ma colocataire que je pourrais ne pas revenir avant un moment, et j'avais conduit directement de Boston avec un seul objectif. Quand Carla a ouvert la porte, son sourire a vacillé en me voyant. « Lena, que fais-tu de retour si tôt ? » « Nous devons parler, » ai-je dit en la dépassant pour entrer dans le hall. « À propos du testament de grand-mère. » Son visage s'est durci immédiatement. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » « Je pense que si. J'ai sorti la copie du 2e testament. C'est le testament que grand-mère a déposé après l'accident de Terry. Celui qui lui laissait tout, pas à toi. » Les yeux de Carla se sont rétrécis alors qu'elle m'arrachait le papier des mains. « Où as-tu eu ça ? Ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que tu as déposé le mauvais testament. Tu as pris l'héritage de Terry. » Elle a parcouru le document, puis a levé les yeux avec un rire méprisant. « C'est évidemment un faux. Ma mère ne m'aurait jamais déshérité comme ça. Il est notarié, Carla, déposé auprès du comté. Eh bien, il est trop tard maintenant, de toute façon. La succession a été réglée il y a des années. Elle a essayé de me rendre le papier, mais je ne l'ai pas pris. Il n'est jamais trop tard pour corriger une fraude. » Quelque chose de dangereux a brillé dans ses yeux. « Sois très prudente avec tes accusations, Lena. Tu joues avec le feu. » « Non, je joue avec la vérité. La vérité sur la façon dont tu as manipulé pour obtenir la maison de grand-mère. Comment tu as traité Terry comme un déchet. Comment tu as volé ce qui lui revenait de droit. » La voix de Carla est devenue écœurante de douceur. « Oh, Lena, toujours la dramatique.
L'état mental de Terry se détériore depuis des années. Il est paranoïaque, confus. Il t'a probablement raconté toutes sortes d'histoires fantastiques. Les archives du comté m'ont raconté l'histoire, Carla. Les relevés bancaires m'ont raconté l'histoire. Je me suis approché. Les 90 000 $ qui ont mystérieusement disparu du compte de Terry juste au moment où ta boutique a eu cette rénovation de luxe. C'est ça qui m'a raconté l'histoire. Son visage est devenu pâle, puis a rougi de colère. Espèce de petite ingrate, elle s'est reprise. Terry a vécu chez moi pendant des années. Je méritais une compensation pour ses soins. Des soins. Tu l'as gardé dans le garage comme un vieux meuble. Sors de ma maison. Sa voix était glaciale. Et si tu poursuis cette vendetta ridicule, je m'assurerai que tout le monde sache que tu ne cherches que l'argent. Que tu essaies de piller la pitié d'un homme handicapé. Je suis parti, tremblant de rage mais aussi avec un étrange sentiment de validation. Sa réaction avait tout confirmé. Ce soir-là, mon téléphone a explosé de notifications. Ma cousine Amber avait publié un long statut larmoyant sur mon instabilité mentale, sur le fait que je répandais des mensonges sur sa mère pour attirer l'attention. Jake l'avait partagé, ajoutant que j'avais toujours été jalouse de leur succès. La campagne de dénigrement avait commencé. Le lendemain matin, j'ai consulté une avocate en droit des successions nommée Sarah Lewis. Son bureau était petit mais professionnel, dans une maison victorienne reconvertie du centre-ville. C'est un cas inhabituel, a-t-elle admis après avoir examiné mes documents. Le deuxième testament peut être rouvert, mais après tout ce temps, ce sera difficile. Les tribunaux n'aiment pas perturber les successions réglées. Et l'aspect de la fraude? Ça aide, mais nous avons besoin de preuves solides de dissimulation délibérée. Elle m'a étudié par-dessus ses lunettes. Êtes-vous prête à affronter la laideur que cela pourrait engendrer? Les procès de famille sont brutaux. Je fais ça pour oncle Terry. C'est la seule vraie famille qu'il me reste. En quittant le bureau de l'avocate, un texto d'un numéro inconnu est apparu sur mon téléphone. Retrouve-moi au parc Donovan. 15 h, j'ai des infos sur Terry. Viens seul. Le message n'était pas signé, mais quelque chose me disait que c'était important. Le parc Donovan était un petit espace vert près du palais de justice du comté, généralement désert en semaine. À 15 h précises, je me suis assise sur un banc près de la fontaine. Un grand homme aux cheveux poivre et sel s'est approché, sa prestance militaire évidente dans sa posture droite. « Êtes-vous Lena » a-t-il demandé. J'ai hoché la tête avec prudence. « Je m'appelle Elia Morton. J'ai servi avec votre oncle pendant l'opération Tempête du désert. » Il s'est assis à côté de moi. « J'ai vu votre message sur Terry sur le forum communautaire. Je n'avais rien posté publiquement, ce qui signifiait qu'un de mes cousins avait partagé mes messages privés. Que savez-vous de mon oncle ? » Le visage buriné d'Elia s'est adouci. « Terry m'a sauvé la vie une fois, il m'a sorti d'un V en feu alors que tout le monde s'enfuyait. C'est le genre d'homme qu'il est. » Il a fait une pause. « Était, avant que votre famille ne le brise. Vous êtes au courant de ça. Je lui rendais visite régulièrement jusqu'à il y a environ 2 ans, quand votre tante m'a interdit de venir à la maison. Elle disait que je le contrariais avec des histoires de guerre. » Elia a ricané. Ce que je faisais, c'était l'écouter. Il m'a tout raconté sur le testament, surtout. Il avait peur de se défendre parce que Carla menaçait de le mettre dans un foyer s'il causait des problèmes. Elia a sorti une clé USB de la poche de sa veste. Il y a environ 3 ans, Terry m'a demandé de l'enregistrer. Il a dit qu'il voulait que sa version de l'histoire soit documentée, juste au cas où. J'ai pris la clé avec des doigts tremblants. Merci. Ne me remerciez pas, aidez-le, c'est tout. Il mérite mieux que ce qu'ils lui ont fait. Cette nuit-là, dans ma chambre de motel, j'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable. Le visage de Terry a rempli l'écran, plus sain alors, ses yeux plus clairs, mais la résignation déjà évidente dans son expression. Je m'appelle Terence Whitaker, a-t-il commencé, et j'enregistre ceci comme témoignage des événements qui ont suivi mon accident et la mort de ma mère. Pendant l'heure qui a suivi, il a tout détaillé, la prise de contrôle progressive de ses finances par Carla, le testament manquant, l'isolement, les menaces. Il a nommé des dates, des montants, des témoins. C'était dévastateur et complet. Le lendemain, la riposte s'est intensifiée. J'ai reçu un appel des services de protection de l'enfance m'informant qu'un signalement avait été déposé,
prétendant que j'avais laissé mon jeune cousin sans surveillance lors de ma visite de Thanksgiving. C'était complètement fabriqué, mais cela m'a quand même obligé à rencontrer un enquêteur. Quand je suis retourné à mon motel ensuite, épuisé et découragé, j'ai trouvé la porte entr'ouverte. À l'intérieur, mon ordinateur portable avait disparu, ainsi que la clé USB. Quelqu'un s'était introduit pendant que je m'occupais des services de protection de l'enfance. Je me suis affalé sur le lit, dépassé. C'était peut-être sans espoir. Carla avait des relations en ville, de l'argent, de l'influence. Je n'avais rien d'autre que des copies de documents et une vidéo manquante. Mon téléphone a vibré avec un texto de l'oncle Rick. Tu ne veux pas déterrer des fantômes, Lena. Pas dans cette famille. C'était la chose la plus proche d'un aveu que j'obtiendrais. J'ai failli abandonner à ce moment-là. J'ai failli faire mes valises et retourner à ma vie sûre et lointaine à Boston. Mais ce soir-là, j'ai rendu visite à Terry à Pin Valley. L'établissement était encore plus déprimant sous l'éclairage fluorescent du soir. Terry était dans sa chambre cette fois, fixant le plafond. « Oncle Terry » ai-je dit doucement. Il a tourné lentement la tête. La reconnaissance a pris plus de temps cette fois, et je me suis demandé quel médicament il lui donnait. « Lina Béan » a-t-il murmuré. « Tu es revenu. » Bien sûr que je suis revenu. Je l'ai promis. Je ne lui ai pas parlé de l'effraction ou des menaces. Au lieu de cela, je me suis assise à côté de lui, lui tenant la main alors qu'il dérivait entre lucidité et confusion. Quand je me suis levé pour partir, j'ai remarqué quelque chose de scotché au mur à côté de son lit, un dessin au crayon de couleur délavé d'une petite fille aux boucles folles debout à côté d'un grand homme. En bas, d'une écriture enfantine, moi et oncle Terry à la pêche. J'avais fait ce dessin quand j'avais 7 ans. Tu as gardé ça toutes ces années, ai-je demandé, la gorge serrée par l'émotion. Le plus beau jour de ma vie, a murmuré Terry, ses yeux plus clairs un instant. Tu as attrapé ce gros bar et tu n'as laissé personne d'autre s'en attribuer le mérite. Tu as même tenu tête à ton père. Quelque chose s'est déclenché en moi. J'avais toujours eu le courage de me défendre. Je l'avais juste oublié en chemin. De retour au motel, j'ai sorti ma copie de sauvegarde de la lettre de Terry, celle que j'avais numérisée sur mon compte cloud. Je ne pouvais pas publier la vidéo, mais je pouvais partager ça. J'ai créé un compte anonyme et j'ai téléchargé des extraits de la lettre sur le fil de discussion communautaire local de Reddit, en prenant soin de caviarder tout ce qui pourrait identifier directement Terry. Le message était intitulé « Maltraitance des personnes âgées et fraude à la succession à Pinville, le sombre secret d'une famille ». Le matin, il y avait des centaines de commentaires. Les gens étaient indignés, partageant des histoires d'expériences similaires avec des parents âgés. Certains ont reconnu les détails de la boutique et avaient déjà fait le lien avec Carla. Des critiques négatives ont commencé à apparaître sur la page de son entreprise. Comment pouvez-vous faire confiance à quelqu'un qui volerait son propre frère, lisait-on. Un blogueur de nouvelles locales a contacté le compte Reddit, demandant une interview. Le vent commençait à tourner. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un autre texto de Rick. Retire ce message ou nous te poursuivons pour diffamation. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je l'ai transmis à mon avocate, qui m'a conseillé de documenter toutes les menaces. Nous construisions un dossier, pièce par pièce. La dernière impulsion est venue de manière inattendue. Une journaliste de Channel 5 News m'a contacté, ayant entendu des rumeurs sur la situation. Il voulait faire un reportage sur l'abandon des personnes âgées, en utilisant le cas de Terry comme exemple. Je n'accepterai que si vous racontez son histoire avec dignité, ai-je insisté. Il ne s'agit pas de sensationnalisme. Il s'agit de justice. La journaliste, une femme nommée Dana aux yeux bienveillants et à la mâchoire déterminée, a accepté. Les gens doivent savoir que cela arrive, même dans les bonnes familles. L'interview était prévue pour la semaine suivante. Pendant ce temps, Carla a lancé une contre-offensive, publiant une vidéo larmoyante sur Facebook où elle se disait trahie par sa nièce et victime de fausses accusations d'une jeune fille perturbée. Mais la section des commentaires n'y croyait pas. Les gens posaient des questions pointues sur l'état de Terry, sur le testament, sur l'argent. L'image soigneusement construite de Carla s'effritait. Je rendais visite à Terry tous les jours, le regardant devenir plus fort à chaque visite, comme si ma seule présence était un médicament. J'ai apporté des vêtements convenables, des livres, ses collations préférées. Le personnel a remarqué la différence et a commencé à le traiter avec plus de soin.
Tu sais quelle était la pire partie, a confié Terry lors d'une visite. Pas le garage ou le froid ou même l'argent. C'était qu'il pensait que j'étais stupide. Que l'accident avait pris mon esprit en même temps que mes jambes. Ce sont eux les stupides, ai-je répondu en lui serrant la main. Et bientôt, tout le monde le saura. La veille de l'interview, j'ai reçu un appel inattendu d'Elia. J'ai fait une sauvegarde de cette vidéo, a-t-il dit sans préambule. Ne jamais confier les originaux à qui que ce soit. C'est ce que l'armée m'a appris. Je l'apporterai à la station demain. L'espoir m'a envahi. Avec le témoignage vidéo, les copies du testament et les relevés bancaires, nous avions un dossier solide. Alors que je raccrochais, un autre appel est arrivé. Celui-ci de Sarah Lewis, mon avocate. Lena, j'ai été en contact avec Harold Donovan, l'avocat qui a aidé votre grand-mère à mettre à jour son testament. Il est à la retraite maintenant, mais il se souvient très bien de l'affaire. Il est prêt à témoigner que Carla a été informée du deuxième testament et a choisi de l'ignorer. Les pièces du puzzle se mettaient en place. La justice pour Terry était enfin à portée de main. Cette nuit-là, j'étais assise seule dans ma chambre de motel, révisant mes notes pour l'interview. Mon téléphone a sonné avec une notification. Carla m'avait identifié dans une autre publication sur les réseaux sociaux, affirmant que j'étais instable et que j'inventais des histoires pour attirer l'attention. J'ai éteint mon téléphone sans lire la suite. Demain, la véritable histoire serait racontée, et pour une fois, la vérité serait plus forte que les mensonges de Carla. La camionnette de Channel 5 News garée devant le centre de soins de Pine Valley détonnait dans le paysage. Son logo vif semblait braquer un projecteur sur des années de secrets de famille cachés. Je me tenais dans le hall, lissant nerveusement ma blouse pendant que Dana, la journaliste, installait son équipement dans une petite salle de réunion. Souvenez-vous, lui ai-je dit, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de ce qui est arrivé à mon oncle et du nombre d'autres personnes qui pourraient subir le même sort. Dana a hoché la tête, ses yeux bienveillants mais professionnels. Nous nous concentrerons sur le système qui permet que cela se produise. Mais Lena, votre rôle dans cette histoire compte aussi. Les téléspectateurs s'attachent aux gens, pas seulement aux problèmes. Oncle Terry a été amené en fauteuil roulant par un préposé, portant la chemise et le pantalon que je lui avais apportés plus tôt dans la semaine. Il ressemblait plus à lui-même qu'il ne l'avait été depuis des jours, bien que l'anxiété plisse son front. « Tu es sûr de ça, Lina Béan ?» a-t-il murmuré alors que le préposé le positionnait près de la fenêtre. « Une fois que nous aurons fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. » J'ai pressé son épaule. « J'en suis sûr. »« Et toi ?» Il a hoché la tête, une étincelle du vieux Terry brillant dans ses yeux. Mettons les choses au clair. L'interview a duré près de 2 heures. Terry a parlé avec dignité de son accident, des changements dans le traitement de sa famille et de sa perte progressive d'autonomie. J'ai comblé les lacunes avec ce que j'avais découvert sur le testament et la manipulation financière. Dana a posé des questions réfléchies, sans jamais faire de sensationnalisme mais sans jamais non plus reculer devant les dures vérités. Nous diffuserons ça demain soir, a-t-elle promis alors que son caméraman remballait. C'est une histoire puissante. Cette nuit-là, mon téléphone a explosé de notifications. Quelqu'un avait divulgué que l'interview avait lieu, et Carla était en mode de contrôle des dommages total. Elle avait publié une vidéo larmoyante prétendant être victime des médias libéraux et que les affaires de famille devraient rester privées. La section des commentaires n'y croyait pas, « Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi êtes-vous si inquiète ?» a écrit un habitant local. Un autre a ajouté, « J'ai vu comment Terry était traité lors des réunions de famille. » Honte à vous, Carla. Le vent de l'opinion publique tournait, mais je savais que Carla ne se laisserait pas abattre sans se battre. J'avais raison. Le lendemain matin, j'ai trouvé les pneus de ma voiture crevés sur le parking du motel. Une note sur le pare-brise disait simplement « Rentre chez toi ». Au lieu de cela, j'ai appelé un taxi et je me suis rendu au bureau des archives du comté. Je devais revérifier quelque chose qui me taraudait depuis que j'avais lu la lettre de Terry. J'ai besoin de tous les documents relatifs aux tests génétiques ordonnés par le tribunal pour la famille Whittaker, ai-je dit à Barbara, l'employée qui m'avait aidé auparavant. Elle a haussé un sourcil mais n'a pas posé de questions. 20 minutes plus tard, elle est revenue avec un mince dossier. J'ai trouvé ça dans les archives scellées du tribunal de la famille, a-t-elle dit. J'ai dû tirer quelques ficelles. Elle l'a glissé sur le comptoir avec un regard entendu. À l'intérieur se trouvait une correspondance d'un laboratoire de génétique datant de peu après ma naissance.
L'entête indiquait « Midwest Genetic Service ». J'ai parcouru le contenu, mon cœur commençant à s'emballer. Le test confirme une probabilité de paternité de 99,9%. Je n'ai pas pu traiter le reste. La pièce semblait basculer. Ce soir-là, après la diffusion du reportage, je suis allé dans une pharmacie et j'ai acheté un test d'acide désoxyribonucléique à domicile. Je devais en avoir le cœur net. 2 semaines plus tard, les résultats sont arrivés dans mon courriel alors que j'étais assise dans le bureau de mon avocate pour discuter de notre requête au tribunal. « Est-ce que ça va ?» a demandé Sarah alors que la couleur quittait mon visage. « On dirait que vous avez vu un fantôme. »« Je crois que oui », ai-je murmuré en tournant mon téléphone pour lui montrer les résultats. Le test confirmait ce que les archives du tribunal avaient suggéré. Terry n'était pas mon oncle. Il était mon père. J'ai conduit directement à Pin Valley, mon esprit assailli de questions. Depuis combien de temps Terry le savait-il? Pourquoi ne me l'avait-il pas dit directement? Était-ce pour cela que Carla m'avait toujours traité différemment? J'ai trouvé Terry dans la salle de jour, regardant la petite télévision où les résidents se rassemblaient. Au cours des 2 semaines qui avaient suivi la diffusion de notre interview, il avait pris du poids et des couleurs. Le personnel, conscient de son histoire maintenant, le traitait avec un respect nouveau. « Oncle Terry », ai-je dit en m'asseyant à côté de lui. « Nous devons parler. » Ses yeux ont rencontré les miens, et j'ai vu immédiatement qu'il savait pourquoi j'étais là. « Tu as découvert ?» a-t-il dit doucement. Ce n'était pas une question. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Ma voix s'est brisée malgré mes efforts pour rester calme. Terry a soupiré, poussant son fauteuil vers un coin plus calme de la pièce. Je voulais, Lena, tellement de fois. Mais ce n'était pas seulement mon secret à raconter. L'histoire s'est déversée lentement. Terry et ma mère, pas ma tante, comme on m'avait élevé à le croire, avaient été amoureux pendant son service militaire. Elle est tombée enceinte, mais Terry a été déployé à l'étranger. À son retour, Carla et Rick avaient convaincu ma mère qu'elle ne pouvait pas élever un enfant seule. Ils ont proposé de m'adopter. Ta mère est décédée quand tu n'avais que 2 ans, a expliqué Terry, sa voix lourde d'un vieux chagrin. Tragiquement. J'étais de nouveau à l'étranger. Le temps que je rentre, Carla avait la garde légale et ne me laissait pas t'approcher. Elle disait que ça t'embrouillerait. Alors tu as juste abandonné? Je n'ai pas pu cacher la blessure dans ma voix. Non, ma petite. Je me suis battu pendant des années, mais Rick avait des relations au palais de justice, et je n'étais qu'un vétéran avec un TSPT et aucun statut légal. L'adoption était close. Ils ont menacé de déménager là où je ne te trouverais jamais si je continuais à insister. Alors tu es resté comme mon oncle. Les yeux de Terry se sont remplis de larmes. Être ton oncle était mieux que de ne pas être dans ta vie du tout. J'ai pu te voir grandir, t'apprendre à pêcher, te voir devenir cette femme incroyable et forte. Il a pris ma main. Je ne voulais pas que tu portes ce fardeau aussi. Le poids de savoir que toute ta vie était construite sur des mensonges. Je suis resté assise en silence, laissant la vérité s'installer. Toutes ces années à me sentir comme une étrangère dans ma propre famille prenaient soudain tout leur sens. Je n'imaginais pas la distance que Carla gardait, les différentes façons dont elle me traitait par rapport à ses enfants biologiques. Je ne voulais pas que tu le découvres comme ça, a dit Terry. J'espérais que peut-être après que tout cela soit réglé, nous pourrions en parler correctement. Est-ce que Carla sait que je sais? Pas par moi, mais si tu as trouvé les archives. J'ai hoché la tête lentement. Je devrais y retourner. Nous déposons la requête au tribunal demain. Alors que je me levais pour partir, Terry m'a attrapé le poignet. Lena, peu importe ce qui se passera avec toutes ces affaires juridiques, sache juste que j'ai toujours été fier d'être ton père, même quand je ne pouvais pas le dire à voix haute. La révélation m'a plongé dans une tourmente émotionnelle. J'ai conduit sans but pendant des heures, essayant de traiter 26 ans d'identité construite sur des sables mouvants. Quand je suis retourné à mon motel, il était plus de minuit. Mon téléphone affichait 16 appels manqués, la plupart de mon avocate, un Delia et 3 d'un numéro inconnu. J'ai écouté les messages vocaux dans l'ordre. Sarah, Lena, appelle-moi immédiatement. Il s'est passé quelque chose à la boutique Carla. Elia, allume les infos, petite. C'est le chaos total. Inconnu, ici l'agent d'Anville de la police de Pinville. Nous devons vous parler concernant un incident à la boutique Whittaker.
J'ai allumé les nouvelles locales pour découvrir que la boutique de Carla avait été vandalisée, les vitres brisées, voleuses, peint à la bombe sur la devanture. Le journaliste a mentionné les récentes allégations de maltraitance des personnes âgées et de fraude qui avaient été diffusées sur une chaîne concurrente. J'avais la nausée. Ce n'était pas ce que je voulais. La justice, oui, mais pas la destruction par des justiciers. Le lendemain matin, Sarah a appelé avec une mise à jour. Le tribunal a accepté d'entendre notre requête pour rouvrir la succession la semaine prochaine. Mais Léna, il y a plus. Vos résultats d'acide désoxyribonucléique. Nous pouvons les utiliser. Comment? En tant que descendante directe de Terry, vous avez qualité pour contester le testament en son nom. Cela renforce considérablement notre dossier. J'ai réfléchi aux implications. Rendre publique ma filiation changerait tout. Il n'y aurait pas de retour à la vie que j'avais connue. Fais-le, ai-je dit finalement. Utilise tout ce que nous avons. La nouvelle du test d'acide désoxyribonucléique s'est répandue comme une traînée de poudre à travers Pineville. Dans l'après-midi, Amber avait publié une diatribe virulente sur moi, m'accusant d'inventer des mensonges pour voler l'argent de la famille. Mais cette fois, les commentaires n'étaient pas en sa faveur. Les gens faisaient le lien entre l'histoire de Terry, le testament caché, et la raison pour laquelle Carla aurait pu vouloir me maintenir dans l'ignorance au sujet de mon vrai père. 3 jours avant notre date d'audience, Elia a appelé avec une avancée décisive. J'ai retrouvé Donovan, l'avocat qui a aidé votre grand-mère à déposer le 2e testament. Il est à la retraite en Floride maintenant, mais il est prêt à témoigner par vidéo. Il dit qu'il se souvient de Carla venant à son bureau et étant furieuse des changements. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Nous avions la copie du testament, les relevés bancaires montrant des transferts suspects, le témoignage vidéo de Terry, et maintenant un témoin de la connaissance de Carla du testament. Le test d'acide désoxyribonucléique était la pièce finale, la preuve que j'avais la qualité juridique en tant que fille de Terry. La couverture médiatique s'est intensifiée. Un journal régional a repris l'histoire, publiant un article en première page intitulé « Fraude familiale, le scandale de l'héritage Whittaker ». L'article détaillait comment Terry avait été systématiquement dépouillé de son héritage, de son autonomie, et finalement, de sa maison. La boutique de Carla est restée fermée, les vitrines barricadées. Selon les rumeurs locales, elle n'avait pas quitté sa maison depuis des jours. La nuit avant notre date d'audience, j'ai reçu un texto de Rick. C'est allé trop loin. Retrouve-moi au parc Donovan. 21h, mettons fin à ça sans plus de dégâts. Chaque instinct me disait de ne pas y aller seul, alors j'ai appelé Elia. Peux-tu être à proximité? Pas assez près pour être vu, mais... N'en dis pas plus, a-t-il répondu. J'y serai. Rick attendait déjà quand je suis arrivé, assis sur le même banc où j'avais rencontré Elia pour la première fois. Il avait l'air hagard, l'homme d'affaires confiant remplacé par un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. Tu as fait un sacré gâchis, a-t-il dit alors que je m'approchais. Je n'ai pas fait le gâchis, Rick. Je l'ai juste exposé. Il a ri amèrement. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. L'entreprise de Carla est ruinée. Notre réputation est fichue. Même les enfants en souffrent. Le fiancé d'Amber a rompu les fiançailles. Je n'ai jamais voulu de dommages collatéraux, ai-je dit honnêtement. Mais Terry méritait mieux que ce que vous lui avez fait. Rick a fixé ses mains. Ça ne devait pas aller aussi loin. Le plan était juste de gérer la part d'héritage de Terry jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Mais ensuite Carla a pris goût au contrôle de l'argent et... Il a secoué la tête. Les choses nous ont échappé. Et moi? Avez-vous jamais eu l'intention de me dire qui était mon vrai père? Sa tête s'est redressée brusquement. Tu es au courant de ça. L'acide désoxyribonucléique ne ment pas, Rick. Contrairement à la famille. Il sembla se dégonfler encore plus. C'était la décision de Carla. Elle avait peur que tu le choisisses lui plutôt que nous si tu savais. Et après la mort de ta mère. Il s'est interrompu. Ça n'a plus d'importance maintenant. Tout va sortir au tribunal demain de toute façon. Ce n'est pas obligé, ai-je dit. Terry ne veut pas une longue bataille juridique. Il veut juste ce qui lui revient de droit et être traité avec dignité. Rick a hoché la tête lentement. Carla n'acceptera pas de régler à l'amiable. Elle ne pense pas clairement en ce moment, mais moi si. Il a sorti une enveloppe.
C'est un chèque de banque de 200 000 $, ce qui reste de l'héritage, plus les intérêts. Et une déclaration signée admettant ce que nous avons fait avec le testament. J'ai regardé l'enveloppe, suspicieuse. Pourquoi maintenant? Parce que je demande le divorce, a-t-il dit sèchement. Et je veux faire une chose juste avant de laisser ce gâchis derrière moi. J'ai pris l'enveloppe mais n'ai fait aucune promesse. J'en discuterai avec Terry et notre avocate. Alors que je m'éloignais, Rick m'a appelé. Pour ce que ça vaut, il a toujours été un homme meilleur que moi. Terry, je veux dire. Tu as hérité des bons gènes, petite. Le lendemain matin, les camions des médias bordaient les marches du palais de justice. Sarah m'a rencontré à l'extérieur, révisant notre stratégie une dernière fois. Nous avons décidé de présenter l'offre de Rick mais de poursuivre l'audience quoi qu'il arrive. Sa déclaration serait une preuve précieuse si Carla contestait. Nous étions sur le point d'entrer quand mon téléphone a sonné. C'était le centre de soins de Pine Valley. Mademoiselle Whittaker, vous devez venir rapidement. Votre père a été transféré à l'hôpital général du comté. Son état s'est détérioré pendant la nuit. Je me suis figé, déchiré entre l'audience au tribunal pour laquelle nous nous étions battus et le chevet de Terry. Allez-y, a dit fermement Sarah. Je m'en occupe. Terry a plus besoin de vous que le tribunal. J'ai couru à l'hôpital, le cœur battant. Terry était stable depuis des semaines. Que s'était-il passé? La réponse est venue d'une infirmière à l'air fatiguée aux soins intensifs. Événement cardiaque induit par le stress. Son corps a trop subi. Terry était allongé dans le lit d'hôpital, des tubes d'oxygène dans le nez, des moniteurs bipant régulièrement à côté de lui. Il semblait plus petit que jamais, mais ses yeux se sont éclairés quand il m'a vu. « Salut, ma petite » a-t-il murmuré. Désolé de rater le grand affrontement. « Ne parle pas » ai-je dit en lui prenant la main. « Garde tes forces. » Il a secoué légèrement la tête. « Je dois dire ça pendant que je le peux. Je suis fier de toi, Lena, de m'avoir trouvé et d'avoir terminé ce que je ne pouvais pas. Nous allons gagner, papa, ai-je dit, le mot semblant étrange et juste à la fois. Sarah est au palais de justice maintenant. Rick nous a donné une déclaration, avouant tout. Un petit sourire a touché ses lèvres. Papa, a-t-il répété. Ça sonne bien. Nous sommes restés assis en silence confortable alors que la matinée se transformait en après-midi. Mon téléphone vibrait occasionnellement avec des mises à jour de Sarah. Le juge examinait la déclaration de Rick. Carla était arrivée, l'air affolé. Les journalistes étaient partout. À 14h17, Sarah a envoyé un texto, « Nous avons gagné. » Le juge a statué en notre faveur. La succession est restituée à Terry avec des dommages et intérêts. Le témoignage de Rick a été le dernier clou dans le cercueil. J'ai montré le message à Terry, des larmes de soulagement coulant sur mon visage. C'est fini. On l'a fait. Il a serré ma main faiblement. Lis-moi la lettre, a-t-il murmuré. Celle que je t'ai laissée. J'ai sorti le papier usé de mon sac à main et je l'ai lu à haute voix, ma voix se cassant sur certaines phrases qui prenaient maintenant un nouveau sens. Quand j'ai eu fini, les yeux de Terry étaient fermés, mais un sourire paisible jouait sur ses lèvres. Merci de m'avoir trouvé, a-t-il murmuré, si doucement que j'ai dû me pencher pour entendre. Et d'avoir terminé ce que je ne pouvais pas. Ce furent les derniers mots que Terry Whittaker prononça. Il est mort cette nuit-là, sa fille lui tenant la main, enfin libéré de la prison que sa famille avait construite autour de lui. La nuit précédant les funérailles de Terry, j'étais assise seule dans sa chambre d'hôpital, entouré des effets personnels que les infirmières avaient rassemblés pour moi, son portefeuille avec une photo délavée de ma mère, sa montre qui continuait de faire tic-tac obstinément, un livre de poche écorné qu'il lisait. La télévision dans le coin diffusait des nouvelles locales en sourdine. Un titre défilait en bas de l'écran, l'homme d'affaires local Richard Whittaker arrêté pour fraude. Les images montraient Rick conduit hors du palais de justice menotté. Après que le juge ait statué en notre faveur, les enquêtes sur les dossiers financiers avaient révélé des couches plus profondes de fraude. Rick n'avait pas seulement aidé à cacher le testament, il avait activement falsifié des documents et commis un parjure lors de la procédure d'homologation initiale. Le procureur de district avait immédiatement engagé des poursuites pénales. J'ai éteint la télévision. La victoire avait un goût amer sans Terry pour l'avoir. Sarah avait appelé plus tôt avec des détails sur la succession.
Le juge avait ordonné que la pleine valeur soit restituée à la succession de Terry avec des pénalités substantielles. En tant qu'héritière légale, tout m'appartenait désormais, l'argent, la maison que Carla et Rick occupaient encore, et tous les biens de grand-mère qu'ils avaient gardés pour eux. Un léger coup à la porte interrompit mes pensées. Un aumônier de l'hôpital a jeté un œil à l'intérieur. Mademoiselle Whittaker, je suis le père Michael. Je voulais juste vérifier si vous aviez besoin de quelque chose. Merci, mais je vais bien, j'ai secoué la tête. Il a hoché la tête avec sympathie. Les pompes funèbres ont appelé. Ils sont prêts quand vous le serez. Les pompes funèbres. Un autre rappel brutal que c'était réel. Terry était parti. J'avais passé la journée à faire les arrangements, à choisir un cercueil, à sélectionner des lectures, tout cela pour un homme que je n'avais connu comme mon père que pendant quelques brefs jours. Il y a une chose, ai-je dit soudainement. L'hôpital aurait-il gardé une trace de ce qu'il a dit? Ces derniers mots? L'aumônier parut surpris. Parfois, les infirmières notent cela. Voulez-vous que je vérifie? 1 heure plus tard, il est revenu avec une page du dossier de Terry. D'une écriture soignée d'infirmière, 19h03, PT a parlé à sa fille. A dit, merci de m'avoir trouvé et d'avoir terminé ce que je ne pouvais pas. 22h17, PT est devenu inconscient. J'ai plié soigneusement le papier et l'ai placé dans mon portefeuille. Quoi qu'il arrive, je garderai ces derniers mots en sécurité. Le matin des funérailles s'est levé, clair et frais. J'avais choisi une petite chapelle près du cimetière des anciens combattants où Terry serait inhumé avec les honneurs militaires. Je n'avais pas invité Carla ou ses enfants, mais j'avais publié un avis dans le journal local, ouvert à tous ceux qui souhaitaient rendre hommage. Je suis arrivé tôt, serrant le journal où j'avais écrit mon éloge funèbre. La chapelle était simple, des bancs en bois, des vitraux, un petit autel où reposait le cercueil de Terry sous un drapeau américain. À ma grande surprise, les gens ont commencé à arriver 1 heure avant le service. D'abord Elia avec 3 autres vétérans en uniformes impeccables. Puis Barbara du bureau du greffier du comté. Dana de Chanel 5 s'est glissée discrètement sans équipe de tournage. Plusieurs infirmières du centre de soins de Pine Valley sont arrivées ensemble, portant une couronne de lys blanc. Au moment où le service a commencé, la chapelle était presque pleine. La plupart des visages que je ne reconnaissais pas, des gens qui avaient lu l'histoire de Terry dans les journaux ou vu l'interview, qui étaient venus honorer un homme qu'ils n'avaient jamais rencontré mais dont la lutte les avait émus. Quand est venu le temps de l'éloge funèbre, mes jambes semblaient en bois alors que je m'approchais du pupitre. J'ai déplié mes notes avec des mains tremblantes et j'ai regardé les visages rassemblés. Je m'appelle Lena Whittaker, ai-je commencé, et je suis ici pour vous parler de l'homme le plus fort que personne n'ait jamais vu jusqu'à maintenant. Les mots ont coulé plus facilement que je ne l'avais prévu, des histoires sur l'humour de Terry, sa gentillesse, sa dignité tranquille face à la trahison. J'ai parlé de parties de pêche et d'histoires pour s'endormir, de l'homme qui avait été mon père de toutes les manières qui comptaient, même quand aucun de nous ne connaissait la vérité. Terry m'a appris que la famille n'est pas une question de sang, ai-je conclu. C'est une question de qui se tient à vos côtés quand le monde vous tourne le dos. Il s'est tenu à mes côtés toute ma vie, même quand il ne pouvait plus se tenir debout du tout. Et à la fin, je suis reconnaissante d'avoir pu me tenir debout pour lui quand il en avait le plus besoin. Il n'y avait pas un œil sec dans la chapelle quand j'ai terminé. Alors que la garde d'honneur militaire pliait le drapeau et me le présentait, au nom d'une nation reconnaissante, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix m'envahir. Terry avait retrouvé sa dignité, même si ce n'était que dans la mort. Au cimetière, après la salve de fusil et la sonnerie aux morts, les gens sont venus présenter leurs condoléances. La plupart étaient des inconnus avec des mots gentils sur la façon dont l'histoire de Terry les avait affectés. Certains ont partagé des expériences similaires avec des parents âgés ou des proches handicapés. Chaque conversation renforçait le fait que rendre son histoire publique avait été le bon choix. La dernière personne à s'approcher fut Sarah, mon avocate. « J'ai quelque chose pour vous », a-t-elle dit en me tendant une enveloppe scellée. C'était dans les effets personnels de Terry au centre de soins. Le directeur l'a trouvé en vidant sa chambre. L'enveloppe disait simplement « Pour Lena ». Après. À l'intérieur se trouvait une seule clé et une note manuscrite. Lina Béan, si tu lis ceci, notre combat est terminé. D'une manière ou d'une autre. Cette clé ouvre le chalet dans le nord de l'État où ta mère et moi avons passé nos jours les plus heureux. Il est à toi maintenant. Utilise-le quand le monde deviendra à nouveau bruyant. Amour pour toujours, papa. J'ai serré la clé fermement,
un lien tangible avec les 2 parents que j'avais à peine connus. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur le cimetière, j'étais assise seule près de la tombe fraîche de Terry. Les émotions de la journée m'avaient laissé épuisé mais étrangement lucide. « Je vais m'en sortir, papa », ai-je murmuré à la pierre tombale en marbre. « Et je vais m'assurer que ce qui t'est arrivé n'arrive à personne d'autre. » Alors que je retournais à ma voiture, mon téléphone a vibré avec une alerte d'information. Carla Whittaker dépose le bilan suite à une enquête pour fraude. La justice suivait son cours, même si je me concentrais sur mes adieux. 1 an plus tard, la fondation Héritage Whittaker occupait un modeste bureau dans le centre-ville de Pineville. Ce qui lui manquait en grandeur, elle le compensait en utilité. Les murs étaient tapissés de lettres de remerciements de clients âgés que nous avions aidés, de photographies de familles réunies, de coupures de presse sur les changements de politique que nous avions influencés. J'ai raccroché le téléphone après avoir terminé un appel avec notre plus récent client, une femme de 83 ans dont les enfants essayaient de la forcer à entrer dans un établissement de soins contre sa volonté. Nous serions au tribunal demain pour déposer une requête d'audience de tutelle d'urgence. Encore une victoire pour les gentils, a demandé Megan, notre parajuriste et directrice de bureau. J'ai souri. Nous verrons bien. Mais j'aime nos chances. La fondation avait commencé modestement, juste moi et un avocat à temps partiel utilisant une partie de la succession de Terry pour fournir une aide juridique aux personnes âgées vulnérables. Maintenant, nous avions 3 avocats à temps plein, 2 travailleurs sociaux et une réputation grandissante comme l'endroit où se tourner lorsque le système échouait. Chaque vendredi après-midi, je quittais le bureau tôt et je conduisais 2 heures vers le nord jusqu'au chalet que Terry m'avait laissé. La petite cabane en a au bord d'un lac tranquille était devenue mon sanctuaire, l'endroit où je me retirais pour écrire, pour penser, et parfois, juste pour me souvenir. Ce vendredi particulier marquait 1 an depuis le décès de Terry. Je suis arrivé au chalet alors que le soleil commençait sa descente derrière les pins, jetant de longues ombres sur la terrasse en bois. À l'intérieur, le manuscrit de mes mémoires presque terminé reposait sur le bureau, la lettre qu'il avait laissée imprimée sur la page de titre. L'écriture avait été thérapeutique, une façon de traiter tout ce qui s'était passé. Le livre ne racontait pas seulement l'histoire de Terry, mais aussi les problèmes plus larges de la maltraitance des personnes âgées, de la fraude à la succession et des systèmes défaillants qui permettaient que de telles choses se produisent. Mon éditeur pensait qu'il ferait des vagues lors de sa publication au printemps prochain. J'ai préparé un dîner simple et l'ai emporté sur le quai, regardant le coucher de soleil peindre le lac de nuances d'orange et d'or. Dans des moments comme ceux-ci, je pouvais presque sentir la présence de Terry. Pas de manière mystique, mais dans la paix qui s'était enfin installée dans mon cœur. Mon téléphone a vibré avec un texto de Sarah, qui était devenue à la fois mon avocate et mon amie. Je pensais que tu voudrais savoir. J'ai vu Carla aujourd'hui au supermarché Baker en train de scanner des articles à la caisse 6. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à cette nouvelle, seulement une vague tristesse. Après la faillite, Carla avait tout perdu, sa maison, son statut social, sa boutique. Le tribunal lui avait ordonné de rembourser ce qu'elle avait volé, plus des dommages et intérêts, la laissant presque sans ressources. Ses enfants avaient pris leur distance, ne voulant pas être associés au scandale. Rick avait fait face aux conséquences juridiques les plus sévères, purgeant une année en sécurité minimale pour fraude et parjure. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il avait déménagé en Arizona après sa libération, recommençant là où personne ne connaissait son nom. La justice avait été rendue, mais elle avait laissé des débris dans son sillage. Je ne pouvais pas regretter ce que j'avais fait, mais je ne célébrais pas non plus leur chute. Le lundi suivant a apporté une invitation inattendue. La section locale des défenseurs des aînés voulait que je prenne la parole à leur gala de charité annuel. Le travail de votre fondation change des vies, disait le courriel. Nous aimerions honorer cela. Le gala a eu lieu au Pineville Country Club, le même endroit où Carla avait autrefois organisé ses somptueuses collectes de fonds pour sa boutique. L'ironie ne m'a pas échappé alors que j'entrais dans la salle de bal dans une simple robe noire, portant le discours que j'avais écrit sur la terrasse du chalet. Le prix du défenseur de l'année de cette année est décerné à Lena Whittaker, fondatrice de la fondation Héritage Whittaker, a annoncé le maître de cérémonie, une femme aux cheveux argentés que j'ai reconnue du conseil municipal. En seulement 1 an, son organisation a aidé plus de 200 personnes âgées à conserver leur autonomie, leur dignité et leur sécurité financière. Les applaudissements ont rempli la salle alors que je m'approchais du pupitre. Le trophée en cristal semblait lourd dans mes mains, substantiel comme la responsabilité qu'il représentait. J'accepte ceci au nom de Terry Whittaker, ai-je commencé,
un homme qui m'a appris que la vraie force n'est pas une question de pouvoir ou d'argent, ni même de la capacité à se tenir sur ses deux jambes. C'est de maintenir sa dignité quand les autres essaient de vous l'enlever. Pendant que je parlais, un souvenir a refait surface, Terry me soulevant sur ses épaules à la foire du comté quand j'avais 6 ans pour que je puisse voir les feux d'artifice au-dessus de la foule. Plus haut, oncle Terry, avais-je piaillé, et il s'était exécuté, me donnant l'impression que je pouvais toucher les lumières scintillantes. Ce souvenir m'avait ancré pendant les jours les plus sombres de notre combat. Après le gala, une journaliste du Boston Globe m'a approché pour un reportage sur la fondation. « Votre histoire a des implications nationales », a-t-elle expliqué. La maltraitance des personnes âgées coûte des milliards aux Américains chaque année, mais peu de cas reçoivent l'attention que le vôtre a reçue. L'article a été publié le mois suivant, apportant un flot d'appels, de dons et d'histoires déchirantes de tout le pays. Chacun renforçait ce que je savais déjà, ce qui était arrivé à Terry n'était pas unique. La seule partie unique était qu'il avait eu quelqu'un prêt à se battre pour lui. Lorsque mes mémoires ont été publiées ce printemps-là, je les ai dédiées à Terry Whitaker, père, ami et combattant. Les premières critiques étaient élogieuses, le New York Times le qualifiant de « l'une des œuvres les plus honnêtes sur la trahison familiale et la rédemption de ces dernières années ». Les séances de dédicaces et les interviews m'ont tenu occupé, propageant l'histoire de Terry plus loin que je ne l'aurais jamais imaginé. Mais le travail qui comptait le plus se déroulait dans les bureaux de la Fondation, un cas à la fois. Le jour de l'anniversaire de la mort de Terry, j'ai visité la tombe de ma mère pour la première fois. J'avais enfin appris où elle était enterrée, un petit cimetière près du chalet, sous une simple pierre qui disait « Bien-aimé ». J'ai posé un exemplaire de mon livre contre le granit. « Il a bien agi avec moi », ai-je murmuré. « Et toi aussi, à ta manière. » J'avais fait la paix avec mes origines compliquées. Le test d'acide désoxyribonucléique qui avait révélé Terry comme mon père avait également ouvert des portes sur une histoire médicale que je n'avais jamais connue, des parents que je n'avais jamais rencontrés, et un sens de l'identité qui m'avait toujours semblé juste hors de portée. Le travail de la Fondation a continué de s'étendre. Nous avons mis en place une ligne d'assistance téléphonique pour signaler la maltraitance des personnes âgées, créé un réseau d'avocats pro bono à travers l'État, et commencé à faire pression pour des changements législatifs afin de protéger les personnes âgées vulnérables. Chaque succès ressemblait à une autre brique dans le monument que je construisais à la mémoire de Terry. 6 mois après la publication de mon livre, j'ai reçu un courriel qui m'a fait monter les larmes aux yeux. Un lecteur a écrit « Après avoir lu votre histoire, j'ai renoué avec mon père dont je m'étais éloigné. Nous avons perdu 15 ans à cause de l'entêtement et de l'incompréhension. Merci de m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour la réconciliation. » Des centaines de messages similaires ont suivi, des gens trouvant le courage dans l'histoire de Terry pour aborder leurs propres blessures familiales, pour prendre des nouvelles de voisins âgés, pour faire du bénévolat dans des centres pour personnes âgées. Par une journée d'automne fraîche, j'ai visité la renommée place Terry, anciennement le centre de soins de Pine Valley. Après le scandale, l'établissement avait été racheté par une organisation à but non lucratif spécialisée dans les soins dignes pour les personnes âgées. Ils m'avaient invité à prendre la parole lors de leur réouverture. Debout dans la salle de jour rénovée où j'avais vu Terry en bonne santé pour la dernière fois, je me suis émerveillé de la transformation. Fini les couleurs institutionnelles et l'éclairage brutal, remplacés par des tons chauds et des meubles confortables. Les résidents se déplaçaient librement entre les espaces intérieurs et extérieurs, engagés dans des activités significatives plutôt que de regarder fixement une télévision. Voilà à quoi ressemble la dignité, ai-je dit au personnel et aux résidents rassemblés. C'est ce que tout le monde mérite. Alors que je rentrais à Boston ce soir-là, j'ai réfléchi à la façon dont ma vie avait complètement changé en moins de 2 ans. J'étais passé d'une rédactrice de magazine évitant les fêtes de famille à la fondatrice d'une organisation à but non lucratif en pleine croissance, auteur de mémoires à succès et défenseur du changement systémique. Tout cela à cause d'une lettre laissée sous un lit. Dans mon appartement cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour trouver un courriel d'une société de production intéressée par l'adaptation de l'histoire de Terry pour le cinéma. Le producteur écrivait avec passion sur son désir d'honorer son parcours avec authenticité et respect. J'ai fermé l'ordinateur portable sans répondre. Certaines décisions méritent la réflexion tranquille du chalet, où la présence de Terry se fait le plus sentir. C'est là que j'envisagerai la meilleure façon de partager son histoire ensuite. Alors que je dérivais vers le sommeil, j'ai pensé à Carla et Rick, aux vies détruites par la cupidité et les secrets. Ils avaient essayé d'effacer Terry, de le diminuer, de le cacher, de le rendre assez petit pour l'oublier. Mais dans leur cruauté,
Ils m'avaient donné les outils même dont j'avais besoin pour m'assurer qu'ils ne seraient jamais oubliés. Ils pensaient l'avoir effacé, mais ce qu'ils ont vraiment fait, c'est me passer la plume. Qu'est-ce que vous seriez prêt à sacrifier pour découvrir la vérité sur votre propre famille? La réponse pourrait être plus terrifiante que les mensonges. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer, vous abonner et partager pour aider les autres à trouver leur voie lorsque le monde essaie de les faire taire.